Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette semaine pour Grande Tribune qui n'a que 6 jours, je veux dire 5 jours. Nous nous arrêtons vendredi. Aujourd'hui, on est détendu simplement parce que, en principe, on devrait parler de l'Église avec les pasteurs, mais le sujet d'actualité étant pressant, on a bien voulu en parler. Et donc, je reçois 2 personnes au lieu de 3 personnes parce que la troisième, il nous a planté, on va dire. Il nous a planté. C'est un cadre de Nouvel Élan qui devrait être avec nous. Malheureusement, il n'est pas là et ça ne sert à rien de citer son nom. Mais il y a Manik Siyenda Boufaya qui est cadre de LGD et M. Isaac Bakoukou qui est cadre d'Ensemble. On va parler de l'actualité, mais avant tout, vous allez excuser ma voix, je suis terriblement fiévreux, mais il fallait quand même le faire. Alors, il fallait quand même le faire parce que là, nos invités sont déjà là. Mesdames et messieurs, 2 grands sujets de l'actualité aujourd'hui. La justice sous Fachi. Est-ce qu'on évolue ou pas? On en parle tout à l'heure. La gratuité qui est en péril. Fachi accuse les niveaux des enseignants. Est-ce qu'il a mal dit de dire que les enseignants n'ont pas de niveau et qu'ils n'ont pas assez d'informations? Alors, il s'est ramassé beaucoup de râteaux, c'est vrai. On en parle tout à l'heure avec 2 invités. Je rappelle que tous 2 sont... est-ce que tous 2... Non, Manik, c'est de l'opposition, il faut le reconnaître. Et M. Bakoukou, pardon, va nous dire où il est. Est-ce qu'il est dans l'Union sacrée comme Moïse Katumbi ou ils sont dans l'opposition comme les autres? On en parle tout à l'heure. Alors, déjà, prénom, Manik, vous écrivez quoi? Parce qu'on n'a même pas encore commencé à parler. Ça va sinon? Ouais, ça va très bien, mon frère Christian Bossimé. Ah, le jeu de la main, je le reconnais. Bon, enfin, c'est un réflexe. Vous savez, nous qui avions appris la notion de droit et nous qui aspirons faire le barreau, tout le temps, nous parlons avec le geste. On parle de, à l'époque on disait délectari, donc voilà, avec beaucoup de charme et d'élégance. Tu vas bien sinon? Ça va? Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup. J'apprécie la qualité du débat. Je considère ces plateaux comme un temple de la démocratie, comme un réceptacle des idées républicaines. Et je pense que ce débat serait un débat profitable pour la nation congolaise. Et en même temps, je profite aussi à l'occasion saluer mon co-débatteur autant pour le téléspectateur de la télévision Congo Buzz. Je mettrai cette partie dans le générique. Puisque tu as fait des éloges à l'émission, je le ferai. Non, mais pourquoi n'est pas... Vous savez, le plus grand problème de notre pays, c'est de reconnaître les mérites des autres. Moi, je dis, ce n'est pas un crime lorsque... Ouais, je ne peux que trinquer. Voilà. Parce qu'en réalité, le combat entre la médiocrité et l'excellence, c'est un combat ardu. Et je pense que nous tous qui prônons l'objectivité, la rationalité et la cohérence des idées, nous devons se ranger derrière l'excellence pour combattre la médiocrité. Et pour ça, je vous jette mon dévolu pour la qualité et le professionnalisme dans le travail. Merci beaucoup, Manik Siyenda Boufaya. Alors, Monsieur Bakoukou, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. C'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. C'est la première fois. D'ailleurs, je dois saluer et remercier les téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, qui me disent toujours pourquoi vous ne passez pas sur Christian. Moi je dis, il n'y a pas de problème, Christian est très sollicité et il va devoir me programmer. Et notamment le couple Chimanga et Alice Mbenga qui m'ont toujours répondu, mais pourquoi vous ne passez pas chez Christian? Et d'autres, et tous ceux qui vous suivent là. En tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé un studio, un plateau impeccable, l'hospitalité est là. Donc, je vous remercie. Merci. Et puis, le travail que vous faites. Je salue aussi mon co-débatteur, qui est aussi mon frère. Je suppose qu'on aura un très bon débat républicain pour l'évolution, non seulement de notre droit et de notre enseignement. J'ai une petite préoccupation. Je voudrais simplement conseiller à la société africaine qui s'occupe de travaux publics et qui est basée en Bandaka, d'éviter les déguerpissements parce que le déguerpissement, c'est un acte très humiliant pour une entreprise, pour une personne qui occupe une concession d'autrui illégalement. Il peut poser la question à M. Caputo Trésor et son épouse Libagiza ont été déguerpis parce qu'ils n'avaient ni titre ni qualité. Ils avaient occupé une concession sur Gilles Brasserie. Et aujourd'hui, Afritec était locataire d'une concession d'une dame. Il a payé le loyer pendant 15 mois
par la voie bancaire. Et puis après, il s'est transformé en propriétaire. Malheureusement pour lui, il a été condamné par le TGI d'Mbandaka et la Cour d'appel d'Mbandaka. Mais comme la plupart les actionnaires étaient le baron de l'ancien régime, il donnait des instructions fermes aux magistrats de ne pas exécuter le déguerpissement. Bon, vu l'évolution de l'état des droits, il faut éviter l'humiliation. Là, je m'adresse à M. Alain Van, qui est le DG, de prendre les dispositions nécessaires, de quitter au préalable la concession se trouvant sur l'avenue Bolengue, dans la commune de Wangata, au quartier Bolengue. Là où il a installé son quartier général, c'est là où il est sans titre ni qualité, et il occupe ça illégalement, et condamné par toutes les juridictions. Malheureusement, le régime passé a soutenu cela. Merci. Je vous enverrai la facture. On vous enverra la facture tout à l'heure pour cette com. Mais alors, sinon, revenons sur la question d'actualité. Mesdames et messieurs, parlons d'abord de la justice sous le régime Fachi, qui demeure un très grand chantier, comme vous le voyez dans les images. La justice élève une nation, dit-on. Félix Antoine Tshisekedi, en accédant à la magistrature suprême en 2019, a fait l'état de droit son fil conducteur. Première avancée enregistrée, la diminution de la violation de droits humains. Cependant, il reste encore de nombreux progrès à réaliser. La lutte contre la corruption, la moralisation de la fonction des magistrats, la lutte contre l'impunité. Avec l'imbroglio qui a régné ces derniers temps à la haute cour de justice, de la justice congolaise, le président de la République a déclaré devant la diaspora congolaise d'Abidjan ce qui suit. Si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, alors il faut oublier l'état de droit, il faut oublier notre armée et notre police. Donc le chef de l'État a le pain sur la planche, a du pain sur la planche. Et bien c'est une écriture de notre rédaction. Mesdames et messieurs, nos invités, nous commençons avec M. Bakoukou Isaac. M. Bakoukou, de quel œil regardez-vous la justice congolaise aujourd'hui sous Fachi? En ce qui concerne la justice, mais je crois que... Puisque vous venez de l'évoquer d'ailleurs dans votre introduction. Oui, d'ailleurs, en fait, à l'époque, donc je parle du régime passé, la justice était instrumentalisée politiquement. Le magistrat n'avait pas les mains libres. Et puis, il y a aussi un problème de la corruption, la situation de magistrats. Vous allez quelque part, le magistrat est locataire, mais à l'époque où la justice fonctionnait bien, un magistrat n'était pas locataire, un magistrat était quand même payé, un magistrat avait quand même quelque chose. Tout ça qui a fait qu'on a mis les magistrats dans une institution telle qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il y a des magistrats qui sont devenus des escrocs, il y a des magistrats qui fabriquent des jugements en complicité avec des avocats. Et vous pouvez même comprendre ici, même à la Gombe, et les magistrats et les avocats véreux qui viennent dans une maison qui appartient à l'État. Voilà, c'est une maison sans maître et tout ça, les prennent. Donc, tout ça en fait que la justice aujourd'hui, le principe, la justice élève la nation, n'existait plus et n'existe pas. J'ai soulevé un cas où les magistrats sont complices. Les magistrats sont complices. Et les politiques imposent. Et les magistrats oublient qu'il n'a l'autorité que la loi. Ben alors, qu'attendez-vous des Fachi en arrivant? Vous pensiez quoi? Qu'il allait changer? Si oui, à partir de quoi? Oui, il a changé à partir de mise en place. Je crois que là, Fachi a fait du bon travail. Il n'a pas parachuté des gens. Si vous regardez le nouvelle mise en place au niveau de parquets, au niveau de cours et tribunaux, en fait, il y a eu des gens qui étaient là et ils ont eu une promotion. Je peux donner un exemple. Prenons la cour d'appel de Matete. Il y avait un procureur général. Et puis il y avait un premier avocat général. Quand le procureur général est parti, c'est celui qui venait juste après qui est devenu procureur général. Donc, au niveau de la magistrature, au niveau de la promotion, il y a des évolutions. Mais le problème, c'est la mentalité qui était ancrée dans la tête de magistrats. Et ces magistrats, pendant le régime de Kabila,
n'ont jamais été sanctionnés. En fait, Kabila, c'est quelqu'un qui laissait les situations pourrir et parfois il rebondit, mais il ne rebondit pas dans le bon sens. Quand vous voyez des procès, vous voyez des jugements et tout cela, moi, aujourd'hui ou hier, ce sont les magistrats, quelque part, ils sont eux-mêmes les responsables et ils se fragilisent eux-mêmes. Parce que, ailleurs, certains magistrats s'en foutent complètement des injonctions de l'autorité politique. Si il y a la loi qui impose à appliquer cela, et voilà, il applique. Mais le magistrat, il n'y a pas de magistrats comme le Borsalino et son confrère, l'opération Manopulite à Milan. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Il y a aussi en France, il y a le magistrat Brugger. Et en Belgique, il y a aussi des magistrats qui se sont dit, ils s'en foutent complètement des injonctions politiques, mais néanmoins, ils sont là pour rendre et dire le droit. Je vais vous donner un exemple, le tout dernier exemple. Il y a eu un procès en Belgique où il y avait des rumeurs que la famille royale était impliquée. Et il y avait un juge d'instruction qui était à charge de ces dossiers-là. Et il avait bien évolué. Et malheureusement pour ce juge, est allé participer à un souper qu'on a appelé le souper spaghetti, dans lequel il était invité, le juge Jean-Marc Conroth. Alors, le juge est allé participer, et alors le criminel pédophile avait un bon avocat, maître Julien Pierre du barreau de Liège. Alors, il a introduit une requête à la Cour de cassation demandant les dessaisissements du juge sur base de la prise à partie. Et alors, c'était une émotion au niveau national, parce que c'est le seul juge qui a pu découvrir là où les enfants étaient cachés, et il était devenu une vedette dans le royaume. Mais quand la procureure générale, près la Cour de cassation, Mme Hélène Lukendal, est arrivée, alors il devait donner son avis au niveau de la Cour. Il a dit, je cherchais partout, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, mais je suis censé dire le droit. Et la procureure avait dessaisi le juge Conroth de l'affaire Dito. Alors, où voulez-vous en venir avec votre histoire? Avec cette histoire, oui. C'est-à-dire qu'il faut que le magistrat fassent leur travail correctement et ils iraient dans ce que j'appelle le devoir d'ingratitude. J'ai encore un exemple. Vous savez, le procureur, je termine ça. Le procureur de Tel Aviv fut le directeur de cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et c'est Benjamin Netanyahou qui avait fait nommer procureur. Mais quand il y a eu les malversations dans le chef du Premier ministre, c'est lui qui l'avait mis, qui l'avait traduit en justice. Très bien. C'est ce qu'on appelle le serment d'ingratitude. Je reviens à vous, Manik Sienda-Boufaya. Votre point de vue sur la justice sous Fachi, tout en comparant bien évidemment l'évolution de la justice depuis tout ce temps. Moi, je ne ferai pas un raccordement frauduleux pour aller puiser des exemples d'autres pays, alors que la question de la justice dans notre pays, elle est tellement très claire. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de la justice sous Fachi, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment de la justice sous Fachi? Et s'il y a de la justice sous Fachi, je me demande quel a été ces modèles de justice que nous avions décriés avant l'avènement du président de la République actuelle. Parce que vous savez, lorsque vous êtes en face d'un problème qui touche un secteur de la vie nationale, il n'y a que le schéma à 3 niveaux qui peut vous amener effectivement à résoudre ce problème précis. Il y a d'abord 1, détecter le problème, 2, diagnostiquer le problème et enfin 3, proposer la thérapie qu'il faut pour résoudre le problème. Je me demande si le régime de Félix Tshisekedi s'est donné la peine effectivement de diagnostiquer tout le problème d'injustice, les problèmes d'inégalité, cette justice que nous avions décriée sous le régime de Joseph Kabila, et je me demande si le régime de Félix Tshisekedi en a proposé des solutions idoines. C'est comme ça que moi je considère ces régimes comme un régime d'obscurité dans lequel tout est noir, je ne vois rien en termes de proposition. Puisqu'on parle de la justice, je pense que ce débat nous permettra bien évidemment de mesurer la température de notre justice. Vous l'avez d'ailleurs dit dans votre introduction que la justice élève la nation, ça c'est vrai.
Mais l'injustice aussi descend la nation. L'injustice descend la nation. Mais pour qu'on parle d'une justice équitable, d'une justice pour tous et par tous, il faudrait que cette justice-là fonde sur le principe directeur de l'État, parmi lesquels on parlerait justement du principe de l'indépendance des juges, qui est un principe aussi important et qui donne même aux organes de notre justice la force de pouvoir agir en tant que tel. On parlera aussi du principe de l'inamovibilité de magistrats, qui est un principe aussi important afin de mettre le magistrat dans des conditions qu'il faut afin de rendre justice conformément à la loi. On parlerait aussi du principe des séparations de pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous regardons en face, dans ce régime de Félix Tshisekedi, est-ce que la justice opère avec transparence, avec indépendance, avec équité, sans avoir reçu le dictat ou le veto des acteurs politiques qui aujourd'hui guident cette justice? Est-ce qu'on peut parler du principe de la légalité des peines? Le nullum crimen nulla poena sine lege. Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là? Est-ce qu'on peut parler de la garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens? Parce que l'une des missions telle que consacrée dans l'article 150 de notre Constitution, on considère le juge comme le garant de la liberté individuelle et des droits fondamentaux des citoyens. Est-ce ce juge-là garantit réellement le droit et libertés fondamentaux des citoyens? Est-ce le juge n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi? Ce sont là des questions qu'on peut se poser effectivement pour se rendre compte si nous avons une justice de qualité. Et je pense que la réalité, elle est tellement claire. Notre justice a encore deux problèmes. Notre justice est guidée par les humeurs, la volonté de certains acteurs politiques. Je pense que pour l'avenir, nous devons multiplier des efforts pour donner à la République démocratique du Congo une justice forte. Je répète, la justice élève la nation, l'injustice descend la nation. Et sous Fachi, on ne peut surtout pas prendre le risque là de parler de la justice parce que Fachi nous a fait descendre en deçà du standard moyen d'un pays qui peut se prévaloir d'une justice de qualité afin de protéger la qualité de ses institutions et la qualité de ses citoyens, bénéficiaires même de ce droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis par le même juge. Et donc, le bilan est très, très négatif. Qu'est-ce que vous reprochez exactement, en dehors du chapelet de ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette justice? La subordination. Allons-y. La subordination des acteurs politiques, du pouvoir politique sur le judiciaire. Les cas sont patents. Alors, prenons un seul cas. Je prends un seul cas. C'est le cas de la réaction du président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, à l'égard d'une décision judiciaire venant de la Cour constitutionnelle sur l'arrêt rendu dans l'affaire Matata. Nous l'avons tous suivi. Il a dit que cet arrêt ne concerne pas les Sénats. Ça, c'est de 1. Et de 2, il s'est même permis à remettre en cause la dextérité intellectuelle, surtout en ce qui concerne la connaissance de droit constitutionnel de ces juges-là, qui n'ont comme évangile que de faire dire le droit selon l'esprit et les textes de la Constitution. Ça, c'est un dictat politique sur le droit. Et pour ça, on ne peut pas parler de la justice. Je voudrais qu'on revienne un peu, Manix, puisque oui. nous nous suivre. Oui. Monsieur le président du Sénat, quelle est sa place dans la fonction judiciaire, dans l'arbre judiciaire? Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais attention, monsieur Christian Bossembe. On parle du Sénat, qui est une institution, d'ailleurs à vocation démocratique. Et les Sénats, je vous ai évoqué le principe de séparation de pouvoir. Bien sûr. Et le corollaire de ces principes-là, c'est la collaboration. Et d'ailleurs, l'article 168 de la Constitution donne à l'arrêt de la Cour un caractère de respect absolu. Que le président de la Cour est tenu. Je parle du président de la Cour qui crache, qui marche sur la décision de juge. C'est en cela que je parle de la subordination politique sur les décisions judiciaires. Alors, peut-être que je ne comprends pas bien l'emploi de ces termes. Est-ce que M. Bahati a donné des ordres à la justice et la justice a obéi à ces ordres-là? C'est qu'en ce moment-là qu'on peut parler de la subordination. Sauf écoutez, Christian Bossembe. Expliquez-nous en tout cas. D'accord, il n'y a pas de problème. Je prends le cas de M. Matata, dont les immunités ont été levées par le Sénat, la chambre haute de notre Parlement. Et conséquence logique, il y a une condition préalable avant que le recouvrement de ces immunités soit possible. Il faudrait que la justice se déclare sur l'affaire Matata. C'est que la justice a fait.
la Cour s'est déclarée incompétente à ce sujet. Et surtout pour le motif pour lequel les immunités ont été levées. Monsieur Bahati donne comme condition, avant le recouvrement de ces immunités, il faudrait que la justice, je ne sais pas par quelle formule, des correspondances ou des lettres amicales, s'adresse à monsieur Bahati pour que monsieur Matata recouvre ses immunités. Et donc aujourd'hui, le droit, les libertés, le droit fondamentaux garantis par le juge au bénéfice de ces citoyens-là, Matata, ce droit-là ne sont pas bénéficiés. Pourquoi? Parce qu'il y a un dictat, il y a la volonté politique, il y a un veto politique qui s'impose sur le fonctionnement normal de la justice. Alors, et ça, c'est quand même déplorable pour l'avenir d'un pays qui veut une justice forte pour élever sa nation. Merci beaucoup, Manix. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que si votre co-débatteur est si fort, il pourra vous écraser sur la question? Non, mais bon, pourquoi avoir peur? C'est un débat des idées. Très bien, on revient. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que je ne fais pas partie du débat. Donc, même quand ça m'allume au fond, je ne peux pas en faire autrement. Donc, là, je ne fais que vous suivre. Mais les questions de relance sont pour éclairer la lanterne, puisque les gens doivent les savoir. Alors, vous avez la parole, M. Bakoukou. Moi, je crois qu'il faut avoir une très mauvaise foi pour pouvoir dire que rien... Vous savez, la démocratie, c'est un idéal. C'est quelque chose de devenir. Il faut une évolution. Et quand vous dites que la justice sous Fachi, ça ne lève pas la nation, il faut être animé d'une très mauvaise foi. Mais rencontrez-les dans le moyen. Oui. C'est vraiment avoir une... Je viens vous citer 2 cas. Il y a encore des cas. Je peux vous révéler ça. Les cas où Trésor Kapoukou a été déguerpi. Ça fait 10 ans que la pauvre dame court derrière pour récupérer une veuve, pour récupérer la concession laissée par son mari pour ses orphelins. Les jugements ont été prononcés et monsieur a été condamné par toutes les juridictions. À l'époque de Kabila, la dame n'a pas recouvré sa propriété. La propriété, c'était un droit sacré. Et Sofachi, il l'a récupéré. Aujourd'hui, non, s'il vous plaît, Kabila a fait des exilés forcés. Il a empêché des gens de se présenter. Il a même, dans l'histoire de la Cour constitutionnelle, un arrêt est définitif, mais il y a eu des arrêts correctifs sous Kabila. Vous comprenez ça? Et quand vous dites que, effectivement, quand le système général de fonctionnement de bonne administration était déstructuré, il faut comprendre cela. Les Congos, Tshisekedi l'a trouvé dans le trou. Nous autres, on ne pouvait pas circuler après 18 heures. Après 18 heures, et il y avait des endroits où on ne pouvait pas circuler. Non, on va rester dans le droit, dans le sujet. Oui, je rentre dans le droit, ils sont dans le droit. Oui. Alors, quand mon frère dit que non, il accuse le président du Sénat. Mais avant que ces immunités soient levées, qui avait adressé le courrier au président du Sénat? Mais qu'est-ce que le président du Sénat vient faire dans ce débat? Je comprends mais pas. Non, mais voilà, non, le procédure, non, il parle de la justice des dictats. Oui. Ah non, mais parce qu'il y a la procédure. Le droit, c'est la procédure. Alors, qui avait demandé le lever de ces immunités? C'est en fait, c'est le procureur général de la Cour constitutionnelle. Oui. OK. Et si l'affaire est finie, qui doit notifier au président du Sénat? Ça, c'est une parenthèse. Bon, revenons. Il a parlé de la justice, de l'équité. Il a parlé de la justice. Et le premier principe de la justice, c'est l'équité. On ne peut pas, même dans le privilège de juridiction, tout le monde doit répondre devant le juge. Quand il parle que non, mais mon cher ami, je suis de ceux qui pensaient que c'est bien fait que cette cour soit renouvelée. La cour a fui ses responsabilités, conformément aux articles. Dans quel dossier? Le dossier Matata. Mais pourquoi on arrive au dossier Mais Matata? oui, parce que Matata s'est fait
c'est fait une victime. Non, Vous risquez de faire de lui une martyre. Non, c'est lui. Il s'est fait de lui victime alors que c'est quelqu'un qui doit répondre devant la justice et que la Cour constitutionnelle a refusé d'assumer ses responsabilités. Je vais vous dire une chose. Il y a le principe qui dit, voilà, la juridiction naturelle du Premier ministre et le Président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Même s'ils sont allés en disant que dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion, mais bon sang. Ça veut dire que M. Samalou Kondé, aujourd'hui, je peux l'encourager de détourner les deniers publics et le fonds public, et quand il va partir, il ne devra pas répondre. La Cour constitutionnelle, ce que moi je reproche à la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle n'a pas, à cause du vide juridique, sans oublier que certains articles de cette Constitution de 2006 ont été taillés sur mesure par rapport à celui qui était au pouvoir. Et ils ont sacrifié, et je vais chuter par là, ils ont sacrifié la République. Et quand j'entends que la Cour constitutionnelle devait créer une jurisprudence en acceptant de juger M. Matata, parce qu'il y a les co-auteurs et les complices de M. Matata qui sont identifiés. Et ces gens ne peuvent jamais être jugés sans que l'acteur soit là. Alors moi, je dis simplement que M. Matata s'est fait la victime pour rien. En créant le parti, se réfugier. Quoique en créant le parti, il s'est blanchi et il narguait la République. Et en fin de compte, il va parler de l'acharnement politique. Parce que, quelque part, quand vous voyez dans les hiérarchies de sources de droit, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Et quand il y a la jurisprudence, quand il y a un vide juridique, ah ben, les pères doivent se souvenir, donc ils vont penser à la jurisprudence ou à la doctrine, où M. Matata doit répondre. Il n'y a pas de le faire victime. Merci, M. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui a géré, il y a des indices sérieux de culpabilité à l'égard de M. Matata, qui est présumé innocent. Qui est présumé innocent, je dis, qui est présumé innocent, mais bon sang, la justice veut de l'équité. M. Matata a eu la chance parce que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Très bien, mais Manix, c'est vous qui êtes le premier à faire entrer le nom de M. Matata dans ce débat. Nous, on parlait de la justice. Et c'est vous qui êtes le premier à citer le nom de Matata. Assumez les conséquences, on va aller jusqu'au bout. Parce que moi, je n'avais pas envie de citer son nom. J'en ai tellement cité que ça commence à me sortir de partout. Je voudrais qu'on reste sur un débat beaucoup plus technique. Mais vous avez fait entrer le nom de Matata, allons-y alors. Eh bien, M. Christian Bossembe, mon intention n'est pas celle de singulariser les débats autour du nom de M. Matata, parce que vous m'aviez demandé de vous citer un cas qui justifie le dictat politique sur les décisions de la justice. C'est en cela que je vous ai cité le cas le plus patent, le cas le plus clair. Mais parlons principe. Vous savez, parce qu'on parle de la justice, je crois que nous tous, nous avons l'intention de parler de la justice des qualités. Et qui dit justice des qualités, il y a des impératifs qui s'imposent. Notamment les impératifs autour de la couverture nationale de notre justice. Et cela nous donne justement de conditions, par exemple, de la démographie et même de la décentralisation. Plus le pays est éclaté, comme ça a été le cas après les démembrements et la décentralisation du pays, il y a un besoin criant de la couverture nationale de la justice dans le fin fond de la République. Et aujourd'hui, on se pose la question si vraiment il y a de la justice, il y a des organes de la justice au fin fond de l'Équateur, à Bongandanga, à Bongonjo et ainsi de suite. Ça, c'est un problème et ça fait partie des défis auxquels les gouvernements congolais devront relever. Deuxième point, c'est même au niveau de la qualité des services. Et là, je parle de services administratifs, les services d'attache au parquet et aux juridictions. Mais regardez dans le greffe, lorsque vous allez dans le tribunal, tout comme dans le cours de notre pays, le système de fonctionnement administratif de notre pays est tellement archaïque. Dans le greffe, il n'y a même pas de machine, il n'y a même pas des ordinateurs. Le système n'est pas numérisé. Il y a des anciens papiers, etc. C'est là, on freine effectivement cette justice des qualités que nous aspirons sous Félix Tshisekedi. C'est en cela que je dis, sous Tshisekedi, je ne vois pas le changement. Devant moi, je vois un brouillard, je vois un noir, je vois l'obscurité. Il y a un vide total. Et un autre point, c'est aussi celui du traitement même des organes judiciaires. Comment les magistrats sont traités, du point de vue salarial, bien entendu. Regardez comment la corruption bat le plein, tant au niveau de parquet qu'au niveau de tribunaux.
Ça, vous ne pouvez même pas le rejeter parce que c'est une réalité vécue. On sait la lenteur avec laquelle nos dossiers judiciaires fonctionnent. Moyennant une corruption, moyennant quelque chose qu'on doit donner au juge, etc. Ça, ce n'est pas la justice que l'on peut présenter en termes de paradigme pour l'avenir de notre pays. Un autre aspect, parce que je vous ai rappelé la teneur du prescrit de l'article 150 qui considère le juge comme le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui sous Fachi, parce que vous voulez qu'on parle sous Fachi, même si vous ne voulez pas qu'on parle de Matata, comme si Fachi était un super homme, parce qu'on parle de Fachi, parlons de Fachi alors. Ben, Sous Fachi, non mais votre thème, c'est bien la justice sous Fachi. Eh bien, oui, ça ne dérange pas, parce qu'on parle de Fachi, oui, mais moi je me pose la question. Moi, je pose la question. C'est lui le magistrat suprême. Mais malheureusement, le président de la République, l'individu Félix Tshisekedi, a du mal à incarner la fonction du président de la République. Surtout pas le statut de magistrat suprême. Là, je reviendrai sur ce point-là. Je suis resté concentré sur le sujet. Vous savez, en termes de sauvegarde de droits et libertés fondamentaux des citoyens, c'est en cela que je parle de la justice sous le modèle de Félix Tshisekedi. J'ai été très étonné le jour de manifestation publique de l'opposition, alors que l'article 8 de la Constitution considère comme sacrées les activités de l'opposition politique. J'ai vu de policiers accéder au siège des Lessidés avec une violence qui ne dit pas son nom. J'ai même vu dans la vidéo un policier qui prend une grosse pierre, cette fois-là pour la déposer dans la tête d'un militant des Lessidés. Ça fait quand même honte pour un pays, pour un pouvoir. Dans la justice, non, mais oui, on est dans la justice, dans le volet de sauvegarde de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Parce que si justice il y en avait, parce que cette vidéo-là existe, il y a le visage de policiers qui sont là. On devrait effectivement entamer une action judiciaire. Ces policiers sont arrêtés à votre information, Manix. Je vais vous informer sur la question. Ils sont arrêtés. Non mais, Christian Bossembe, s'il vous plaît, Christian Bossembe, laissez-moi le temps d'acheminer avec mon raisonnement. Oui, ces policiers sont arrêtés, comme vous nous informez aujourd'hui. Mais l'action a été commise. Et qu'est-ce que le pouvoir en place pourrait envisager en termes de prévention pour nous éviter ce genre de choses? Et même quand vous parlez de la condamnation de la police, ça, c'est du point de vue de la responsabilité pénale. Est-ce que vous savez que les bavures commises par la police, c'est un grand manque à gagner pour l'État en termes de responsabilité civile? Maintenant, pour les conséquences, les dégâts créés, qui en paye le prix en termes de dommages et intérêts? N'est-ce pas l'État? C'est-à-dire vous avez une police voyou, une police bandit qui commet des bavures et l'État en paye le prix. Et c'est en cela que vous voulez qu'on parle de justice sous Fachi? Parce que moi je me dis, le même policier qui ont tiré sur Rossi Mukendi à balles réelles, quelle est la différence avec le même policier qui ont tiré à balles réelles au point d'accéder dans le parti SID des Martin Fayulu? Il n'y a pas de différence. Et donc, c'est juste pour vous dire que la vision globale de la justice, il n'y en a pas sous régime de Félix Tshisekedi. Nous devrons d'ailleurs avoir honte de parler de Tshisekedi sous le modèle de la justice, mon frère. Très bien, merci beaucoup. Les Congolais nous suivent. Okay. On sait d'ailleurs, je finis peut-être par cet élément. Parce que Christian, j'ai l'avantage de faire ce débat parce que vous êtes un homme de droit, vous êtes juriste, vous savez un certain nombre de B.A.B.A. du droit, les ABC du droit. Tous nous savons, lorsqu'on arrête quelqu'un au point d'être condamné par la justice, le but, ce n'est pas de faire souffrir cet homme-là. Le but, c'est de vouloir restaurer l'ordre social dans la société. Il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent. Aujourd'hui, ils sont dehors. Alors posez-nous la question, est-ce que l'ordre social est maintenu? Pas du tout. Très bien. Caméré, il a été condamné. On voit comment le dossier évolue. Il y a eu des gens qui ont obtenu des libertés provisoires des manières aussi les plus irrégulières possibles. On sait comment ça va se terminer. Et vous voulez qu'on parle de la justice dans ce genre de circonstances? Vous êtes juriste, Monique, ça? Je veux bien un débat de droit. Oui, je rappelle que vous êtes juriste. Je veux bien un débat de droit, sinon je vais victimiser mon co-débatteur pour rien, alors que vous êtes aussi outillé. Non, mais vous pouvez toujours faire des relances. Vous pouvez toujours faire des relances. Je reste journaliste. Vous pouvez toujours faire des relances. Les connaissances que vous m'attribuez, merci beaucoup, mais il faut juste laisser votre co-débatteur avoir la parole. Alors, très cher co-débatteur, Manix a gagné un peu plus de points sur le timing. Je vous laisse le temps de parler aussi. Allez-y. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. On reproche à quelqu'un qui trouve le système administratif tout
déstructuré. Il doit structurer. Ah oui. Il doit Il y structurer. a eu 20 ans de gestion de la Kabylie. La justice, elle existait. En tout cas, il faut un peu de l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître certaines choses par rapport, parce qu'il faut toujours procéder à une comparaison. Mais vous n'allez pas toujours continuer à vous cacher derrière les erreurs des autres, Attends, 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc vous avez, le pouvoir. C'est un fléau. Le mandat, on l'a pour l'exécuter, pas pour s'excuser. Allez-y, travaillez. Il y a ceci. Oui. Vous ne pouvez pas parler de identifier, diagnostiquer et essayer de faire des propositions, de trouver des solutions. Alors, c'est un fléau, je dirais un cancer, qui concerne tous les systèmes de fonctionnement social de notre pays. Et il faut lutter contre ça. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a initié la justice dans ces pays. Et dans cette justice, il y a des acteurs. Quand un juge rend un mauvais jugement, une mauvaise décision, c'est Fatou qui l'a rendu. Il y a l'organe, il y a l'inspectorat judiciaire, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je ne reproche pas une chose aux magistrats parce qu'ils ne veulent pas travailler, se mettre à leur place. Mais celui l'impulseur, celui qui donne l'impulsion, quand ça ne marche pas ailleurs, on sanctionne les magistrats. Ici, chez vous, les magistrats font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas sanctionnés. Le problème, quand vous trouvez un système qui a été déstructuré, il faut remettre des systèmes. Il y a la mentalité, il y a les habitudes, où les gens ont trouvé que non, le valeur, donc les antivaleurs sont devenus des valeurs. Il faut combattre ça. Je suis d'accord. Donc je donne par exemple à l'Équateur, dans ce territoire, il n'y a pas un juge de paix. Mais le juge va habiter où? Il va habiter où? Moi j'ai rencontré quelqu'un à Inongo, procureur de la République, il circulait à pied, à moto parfois. Donc c'est un problème. C'est l'héritage que Tshisekedi a hérité. Encore plus, il y a eu quelqu'un qui a fait 5 ans Premier ministre. Ah ouais, 4 ans. Vous. Ah oui, ou 4 ans Premier ministre. Hein, il pouvait aussi impulser le bon fonctionnement de la justice. Alors vous avez posé la question. Voilà. La différence entre quand on a tué Rossi Chimanga et quand on tue aujourd'hui. Je parle de l'héritage. Ces policiers, vous pouvez me dire combien de policiers ont été formés sous régime de Fachi? En fait, nous avons hérité le policier qui a été formé sous régime Kabila, avec une certaine brutalité. Parce que la bavure policière, je ne peux pas cautionner, je ne peux que condamner. Mais il faut savoir faire la part des choses. Quand vous voyez, vous allez manifester. Il y a eu combien de morts? À chaque fois que nous manifestions, il y avait toujours un bilan et malheureusement mort d'homme. Il y a eu des policiers sous le régime où un de vous était Premier ministre. Ils sont allés dans un set calciner les gens. Moi, j'ai assisté où on a tiré à balles réelles à Thérèse Kapangala. Rossi Chimanga, on l'a battu comme un chien. Et dans l'inspectorat général de la police, on a tué 2 défenseurs de droits de l'homme. Alors, il ne faut pas venir ici pour nous donner des leçons. Mais moi, je vous dis, c'est un bel entraînement. Oui, mais dans les locaux de police, on a battu, il n'y a pas longtemps, on a battu Olivier Punga a trouvé la mort. Je ne peux pas, par contre, dites à Manix démocrate que je suis, je ne peux pas cautionner. Oui. Ce sont des égarements de bavure qu'il faut condamner. Mais je dis simplement que ces policiers-là, ils doivent être honnêtes, ont été formés sous Matata, sous Kabila, et maintenant, ils ont prolongé leur comportement. Mais je crois que la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Mais est-ce qu'en allant dans cette direction, Manix peut vous faire mal en vous parlant de votre responsabilité, en vous citant que c'est vous les responsables maintenant? Donc, si le policier ne se comporte pas bien selon votre vision, virez-le. La responsabilité, vous êtes là pour des réformes. La responsabilité, nous ne refusons pas la responsabilité. Oui. Parce que tout acte posé par un fonctionnaire de l'État, c'est l'État qui est responsable. Vous savez comme moi, en matière de responsabilité. Alors, mais il ne doit pas prendre ça comme donner des leçons. En voulant donner des leçons, moi je réplique,
et je donne des choses, des actes où les gens sont morts lorsqu'il y a une manifestation. Est-ce que vous n'avez-vous pas peur? Parce que puisque là, j'ai comme l'impression que Manix vous embarque dans son jeu et vous y allez au lieu de parler de non, ce que je vous réponds, avez je fait. réponds. Parce que là, vous restez dans le procès du passé. Je réponds. Je réponds. Parce qu'il y a au moins une police qui est en train d'être formée. Et puis, le problème, c'est quoi? Il faut évaluer nos policiers. Il faut renforcer la capacité de nos policiers en matière de défense des droits de l'homme. Lorsqu'il y a manifestation, ils doivent savoir comment se tenir face aux manifestants. Mais ce que moi je refuse, ce que moi je refuse, c'est que les bavures policières, c'est partout. Très bien. Mani, je reviens à vous. On va revenir. Vous parlez bien de bavure. Oui, je reviendrai à vous, M. Bakoukou. C'est pas... Manix, ne voyez-vous pas, sans forcément prendre part à votre débat, mais est-ce que vous ne voyez pas finalement que la grande différence qui existe entre la police d'aujourd'hui et la police d'hier, c'est que la police d'hier, quand elle tuait, quand elle abattait les gens, il n'y avait pas de procès, personne n'allait en prison, vous le savez, on a interdit même à la famille de Thérèse Kapangala et même à la famille de Rousseau Chimanga de ne serait-ce que faire le deuil. Le policier qui avait abattu Rossi a été même promu. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu. Il a été jugé. Vous l'avez vu vous-même que le policier qui a battu Rossi Chimanga a été jugé. Vous avez vu vous-même les bourreaux de Floribert Chebeya sont condamnés. Il y en a qui a coupé une perpétuité. Il y en a un autre qui a pris 12 ans. Le criminel d'Olivier Mpunga, le policier qui a assassiné Olivier Mpunga, il a perdu sa fonction. Un monsieur policier avait abattu un Wewa, il a été condamné. On a noté aujourd'hui 16 condamnations sévères de policiers qui ont abattu les Congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même une avancée de ce côté-là? Parce que vous avez voulu la différence, je peux vous la donner. Merci beaucoup Christian Bossembe. Vous rendez les débats encore beaucoup plus intéressants que mon co-débatteur qui aujourd'hui est pratiquement vulnérable dans un débat aussi intéressant. Et je comprends, il a beaucoup de difficultés pour argumenter. Heureusement, les rebondissements de Christian Bossembe mais non, peuvent toujours vous aider pour rendre le débat aussi beaucoup plus intéressant. Je reviens. On a trinqué. Non, mais je dois quand même jeter le dévolu quand vous rendez les débats beaucoup plus qualitatifs. Parce que mon co-débatteur aujourd'hui est vulnérable. Je comprends. C'est très difficile. Et voire même difficile encore de défendre le régime de M. Félix Tshisekedi. Il a dit deux choses. Et c'est quand même étonnant. Il dit, nous avons hérité le comportement d'une police qui a été formée sous Joseph Kabila. 18 ans, 20 ans. Oui, justement, ok. Les habitudes. Mais puisqu'on parle de la justice, on parle de la police sous Tshisekedi. Il faut réformer. Le terme réforme vient du rebondissement de M. Christian Bossembe et ça vaut son pesant d'or. Il faut réformer. Ce que vous n'avez pas évoqué dans votre argumentaire, dépourvu de toute objectivité. Il dit encore que nous n'avons pas de leçons à donner. Oui. Vous ne pouvez pas avoir des leçons. Non, c'est vous. Parce que vous êtes caractérisé par la médiocrité. Les médiocres ne reçoivent pas des leçons. Vous avez quelqu'un qui Comment un médiocre peut recevoir des leçons? Quelqu'un qui a effectivement, vous avez raison. Dans ses compétences, il avait la police et l'armée. Il avait la police et l'armée. C'est lui qui a fait quand comme Premier ministre. Et dans ses compétences, il avait l'armée, la police, les finances, tout cela est comme ça. Les chefs du gouvernement. Et quand vous parlez de la médiocrité, moi je suis désolé. Non, M. Bakoukou, quand vous parliez, Manix écrivait. Oui, je sais, mais parce qu'il utilise des termes inappropriés. C'est pourquoi vous avez un papier et un stylo pour écrire. Allez-y, Manix. Je comprends le pourquoi de son agitation. Moi, je passe à l'essentiel. Allez-y, Manix. Les médiocres n'ont pas des leçons à recevoir. Ça, il faut le noter. Vous savez, parce qu'on parle de la police, on parle de la justice. Encore qu'il s'agit de la police et de la justice sous Fachi. Ce qui implique effectivement une vision claire du président de la République, dont la source même originelle en termes d'organisation politique, c'est l'UDPS. D'où la question. Quelle a été la vision de l'UDPS dans un aspect de la justice? Pas du tout. C'est comme ça que je parle de l'obscurité du pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez les bâtons de commandement. Cet impérium que vous aviez hérité du combat d'Etienne Tshisekedi du Amulumba, vous ne savez pas comment l'utiliser à bon escient. C'est cela, les tâtonnements que nous voyons. C'est cela, les ratés que nous voyons. C'est cela, en fait, toute le bourde que vous commettez matin, midi, soir. C'est quand même décevant parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Congo mérite mieux, mon frère. Je sais qu'au plus profond de vous, devant votre tribunal de conscience, vous n'êtes pas d'accord. Et peut-être vous vous êtes condamné déjà. Parce que ce que vous dites là, ce sont de mensonges. Le peuple congolais qui vous regarde, ils savent que ce que vous dites là ne sont pas vrais.
soyons sincères, nous tous, au-delà de nos clivages, de nos tendances politiques, de nos décorations politiques, nous n'avons que le Congo comme le seul dénominateur commun. Qu'ils ont hérité un système... non mais écoutez, lui, pour lui, il peint un tableau totalement blanc sous le régime de Félix Tshisekedi, encore chose grave, dans un secteur aussi problématique comme celui de la justice. Vous peignez ce tableau noir, voilà pourquoi il faut... Non mais il faudrait quand même fonder nos argumentaires sur la vérité et les vérités évidentes. Parce que même quand vous regardez les 3 dimensions des valeurs de notre pays, en termes de devises, heureusement qu'on commence par la justice. La tridimensionnalité. La tridimensionnalité des valeurs identitaires de la RDC. Justice, paix et travail. Et lorsque nous faisons le décryptage, les bilans de ces 3 valeurs-là, nous sommes en deçà du standard moyen d'un État qui peut se bomber la poitrine d'être dans la posture d'un pays au cœur de Je rebondis avec vous, et tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a un leadership de mauvaise qualité et gouvernance. Je rebondis avec vous, Manix. Allez-y, on est... Puisque vous avez parlé de cas, par exemple, de cas Matata, parce que c'est vous qui l'avez évoqué, je voudrais vous poser une question sur le même dossier. Selon vous, Manix, comment le peuple congolais, comment la postérité, comment est-ce que nous allons arriver à comprendre et à reconnaître, ou sinon à établir les responsabilités sur la gouvernance de Matata s'il n'est jamais jugé ou si on n'entend pas devant les cours des tribunaux? Non mais, Christian Bossembe, parce que vous parlez d'un état de droit. Tous, nous sommes d'accord pour une justice. Encore faudrait-il que cette justice repose sur le prescrit de la loi autant pour la Constitution. Je vous ai parlé du principe de la légalité de peine au prologue de mon intervention. Tous, vous savez que, nous savons que le moyen à travers lequel, pour que le juge entre dans le fond d'un dossier, surtout dans un aspect pénal, c'est la procédure. C'est même la raison pour laquelle, dans la législation congolaise, dans notre droit positif congolais, il y a toute une procédure réservée pour les domaines pénals, le droit de procédure pénale. C'est partout. Alors, comment vous voulez qu'on accède au fond du dossier, qu'on condamne Matata sans respecter préalablement les procédures requises et surtout que... Parce que là, nous sommes... C'est quoi la bonne procédure, Manix? Non mais, Christian, c'est quoi selon vous la bonne procédure? Supposons que vous étiez au pouvoir, supposons que vous étiez au pouvoir avec M. Matata Pognon. Comment on jugerait un ancien Premier ministre? Sinon, comment on jugerait les actions de la gouvernance d'un ancien Premier ministre sous votre gouvernance si Matata est président? Comment ça laisse faire? Monsieur Christian Bossembe, oui. Je vous ai dit que la passerelle qui permettra au juge d'attaquer les fonds d'un dossier, c'est la procédure. Je veux bien. Sans laquelle le jugement ou l'arrêt, la décision de la Cour ne serait pas conforme aux prescrits de la loi. Je voudrais évoquer ces cas de l'article 19 de la Constitution qui parle justement de juge naturel, même si les autres préfèrent qu'on parle de juge légal. Et la Constitution le dit. Toute personne, la Constitution dit, nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. C'est un problème. Moi, je pense que le débat autour de l'affaire Matata, c'est un débat qui devrait nous pousser à réfléchir davantage pour réajuster la législation congolaise. Ce qui est vrai, il y a un vide juridique, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Mais quel vide? Pourquoi? Non, s'il vous plaît, je m'en vais. Non, mais quand on dit Premier ministre, il faudrait aller selon le prescrit de la Constitution. Lorsque la Constitution, article 164, est tellement claire sur cette question-là. La Constitution parle de Premier ministre en exercice. Et d'ailleurs, il y a même une suite logique. La Constitution dit, lorsque le Premier ministre en exercice ou le président de la République en exercice est condamné, conséquence logique, il y aura déchéance de sa fonction. Cela veut dire quoi? Ici, les constituants, les législateurs suprêmes visent la protection de la fonction président de la République et celle de Premier ministre en exercice. Et encore que, parce qu'ici, nous sommes dans un contexte de justice constitutionnelle, le droit constitutionnel pénal. Et ici, on établit clairement la procédure pour juger un Premier ministre en exercice et un président de la République en exercice. Préalablement, il faut une autorisation du Congrès, du Parlement, avant la poursuite et la mise en accusation du président de la République, tout comme le Premier ministre en exercice, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, regardez, c'est là où il y a quand même la faiblesse et nous devons réfléchir. J'attends la réponse à ma question. Nous, en tant que... Non, mais moi, je pousse ma réflexion beaucoup plus loin, parce qu'au-delà du débat, de ces cadres du débat, de ces cadres d'échange, nous devons réfléchir
un peu au-delà pour proposer des vraies solutions par rapport à ces problèmes. Donc vous répondez pas à ma question. Parce qu'en réalité, je réponds à votre question. Vous réfléchissez. Non, pas du tout. Je réponds à votre question, Christian Bossembe. Laissez-moi quand même d'évoquer cette parenthèse, c'est aussi important. Il n'y a pas de problème. Parce que le colistier du Premier ministre, en exercice, bien entendu, c'est le président de la République, en termes de responsabilités pénales. Regardez, pour le président de la République, on lui crée un répondant juridique après sa fonction. La loi portant statut des anciens présidents de la République. Il faudra encore analyser sur la constitutionnalité de cette loi-là. Mais quid alors pour l'ancien Premier ministre? Il faudrait que notre système juridique congolais essaye de réfléchir comment est-ce qu'on doit juger un ancien président de la République autant pour un ancien Premier ministre. Et c'est par là que la justice sera dite et c'est par là que le droit sera dit conformément aux prescrits de la Constitution. Parce que le danger, c'est lequel? La Constitution assujettit le juge à la seule autorité de la loi. Vous voulez que le juge tranche selon la volonté de l'UDPS, selon la volonté de M. Tshisekedi, selon la volonté de M. Bachi, encore selon la volonté de l'Union sacrée de la nation. Le juge, j'espère que vous avez lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les motivations. Revenons à ma question, s'il vous plaît. La question est simple. Non, mais moi, je veux de la justice. Si, comment on arrive à juger aujourd'hui les actions de la gouvernance d'un Premier ministre selon la loi? Quelle est la procédure normale? Mais Christian Bossembe, je vous ai dit, la procédure, elle est là dans la Constitution. Pour le cas d'un Premier ministre en exercice. Parce que si même vous regardez... Je parle d'un ancien Premier ministre. Mais justement, l'ancien Premier ministre n'a pas de répondant juridique dans notre législation nationale, mon frère. Bon, alors, non, mais vous avez la Constitution, vous pouvez me lire quelle est la procédure prévue pour arrêter un Premier ministre en exercice ou encore le président de la République. J'ai la Constitution. Est-ce que vous pouvez lire l'article 99, dernier alinéa? L'article 99, dernier alinéa. Je sais déjà que cet article parle des déclarations du patrimoine du président de la République et du Premier ministre, autant pour le membre du gouvernement. Je ne sais pas ce que vous avez évoqué. Article 99, dernier alinéa. Je suis là. Dans le 30 jours suivant la fin de fonction, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Très bien. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans la matière de la déclaration de patrimoine. Je peux même revenir vers le premier alinéa pour éclairer la lanterne sur cette question. Je suis là. Il s'agit là... Vous rendez les débats intéressants. Non, il s'agit là... C'est en cela que je suis très d'accord avec vous. Il s'agit là d'une fraude, pas seulement du patrimoine. Le problème du patrimoine est absorbé. Il s'agit là d'une fraude. Donc, on est dans une affaire pénale. Quelqu'un a fraudé. Et heureusement, celui qui fraude n'est plus président. Celui qui fraude n'est plus Premier ministre. Celui qui fraude n'est plus ministre. À partir de quel moment celui qui fraude se retrouve à la Cour constitutionnelle alors qu'il est Premier ministre? Celui qui fraude se retrouve à la Cour constitutionnelle alors qu'il est ancien président, ancien Premier ministre. Expliquez-nous. Christian, vous avez très mal lu. Non, c'est vous qui avez lu disposition. Oui, non, mais j'ai lu le dernier alinéa. Oui, moi, je serais encore plus à l'aise si je reviens vers le premier alinéa. Parce qu'ici, on parle de la déclaration du patrimoine. Et du président de la République et du Premier ministre. On parle de la fraude. S'il vous plaît, j'en arrive. Parce que cette fraude-là est attachée par rapport à la déclaration du patrimoine. Or, la déclaration du patrimoine, parce que ce qui est beaucoup plus important dans ce débat ici, c'est le temps à travers lequel cette déclaration est faite. La déclaration est faite avant l'entrée en fonction et avant la fin, pas après la fonction, avant la fin de la fonction. C'est-à-dire, le président de la République est toujours en fonction, mais il déclare avant de sortir. Le Premier ministre est toujours en fonction, mais il déclare son patrimoine avant de sortir. Mais ici, la Constitution est là, mon frère. Je peux vous le lire. Avant leur entrée en fonction et avant l'expiration de celle-ci, ça c'est la Constitution, l'alinéa premier, que vous n'avez pas lu. Le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens mobiliers, etc. La Constitution est tellement claire comme de l'eau claire dans un verre clair. Oui, ça veut dire... Non mais, Christian, vous savez par le débat. S'il vous plaît, je suis pas dans le débat. Savez moi je finis par là. Oui, vous savez je suis pas par dans le moment, c'est que là où vous m'avez amené, ça c'est ce qu'on appelle de l'interprétation littérale. Il est vrai, la Constitution elle a été écrite en français, mais nous devons aussi la comprendre en français. Très bien. C'est tellement clair, on dit avant l'entrée en fonction, avant l'expiration de celle-ci, les présidents de la République, tout comme le membre du gouvernement, doivent déclarer leur patrimoine. On ne parle même pas d'après, pour qu'on parle justement d'un ancien président de la République, tout comme d'un ancien Premier ministre. Je crois que le téléspectateur qui nous regarde, ils comprennent l'orthodoxie juridique et la logique du raisonnement que nous évoquons dans le cadre de cette analyse. En tout cas,
Non, mais vous rendez quand même le débat intéressant. Comme vous voyez, je ne suis pas dans le débat. J'aurais bien voulu être dans le débat pour apporter des éléments, mais je ne suis pas dans le débat. Monsieur Bakoukou, vous aurez tout le temps possible, comme on dit que ça a eu. Allez-y. Je pense qu'il ne faut pas une certaine fixation. Je suis de l'ensemble pour la République. Il n'y a pas longtemps, vous étiez un des porte-parole de l'Union sacrée. Pas du tout. Pour la nation. Si, j'ai des tweets. J'ai tout ça alors. C'est votre droit, c'est votre liberté. Allez-y. Au début de ces débats, je vous ai dit que à l'époque de Kabila, nous n'étions pas dans un état normal. Cette constitution de 2006 a été taillée sur mesure pour préserver certaines choses concernant le président Kabila. Le débat contradictoire a été enlevé, l'âge a été enlevé, les détours ont été élevés, et je vous ai dit que certains articles de la Constitution, c'était pour protéger. Et quand vous prenez l'article 70, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Il ne peut pas rester jusqu'à l'élection du nouveau, à l'installation du nouveau président. Et si les élections n'ont pas eu lieu, donc le type va rester. Là, il y a un vide juridique aussi. Mais lorsqu'il y a un vide juridique, vous voulez qu'il faut réfléchir, il faut créer un débat. Moi, je ne sais pas si vous pensez que moi, c'est un acharnement contre Matata. Mon acharnement, c'est contre la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous acharnez contre la Cour constitutionnelle. Vous serez d'accord avec moi qu'il existe une jurisprudence sur les arrêts correctifs. Ce que vous avez suivi dans le contentieux électoral, dans la Cour constitutionnelle. Alors, moi, mon problème, c'est le fait que la Cour constitutionnelle n'a pas créé les débats sur sa compétence à juger M. Matata Ponyo par le principe de l'équité et la complémentarité qui va pousser au législateur ou au constituant de compléter les articles dont nous constatons qu'il y a un vide. Est-ce que vous ne donnez pas à Manix finalement de la pression quand vous dites que vous condamnez plutôt la Cour constitutionnelle? Manix vous parle de la déstructuration de la justice. Non, le point sur quoi il se focalise. Il vous a répliqué sur quoi? Sur la procédure. Sur la procédure. Eh bien, cette procédure, si la Cour constitutionnelle s'était déclarée compétente, il ne parlerait plus de cette procédure-là. Je vous ai dit ici, dans l'hiérarchie des sources de droit, ce qui fait évoluer le droit, c'est quoi? Ce sont ces sources-là dont la jurisprudence ou la doctrine et autres sources de droit. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays pendant que je vois l'immeuble intelligent. On a évoqué un montant de 52 millions de dollars. Je vois votre voisin ici, EcoBank, même niveau, 11 millions de dollars, et ils ont un parking souterrain. Les 10 000 écoles, on ne sait pas. C'est pas 1000 écoles, c'est 10 000? Non, 1000 écoles. Ouais. Bukangalozo. Et il nous parle de la défaillance de nos policiers, de nos militaires. Je vous rappelle que je fus chargé d'études au ministère du cabinet des Finances. Il était Premier ministre. Je m'occupais des urgences. Entre autres, il y avait des formations, tout cela et consort. Et si nos policiers n'étaient pas outillés, formés, on n'a pas renforcé les capacités de nos policiers à faire face lors des manifestations, parce qu'à l'époque de Matata, nous avons vu comment les policiers se sont comportés. Mais nous sommes dans un état où il faut former de telle sorte que... Vous en avez formé combien déjà depuis que vous êtes au pouvoir? Alors non, moi je ne suis pas le journal Kanyama pour essayer de vous donner la statistique, mais il y a une formation. Une république ne peut pas rester sans former. Lorsqu'il a parlé de problèmes, lorsqu'il y a des problèmes, il faut l'identifier, diagnostiquer, il faut trouver des solutions. J'ai dit ceci, moi je ne cautionne pas le bavure, parce qu'on est une bavure. Et le bavure policière ou administrative, c'est les communes partout. Mais ce n'est pas parce que
ces bavures existent et que nous allons cautionner ça. Quand eux, ils fouillent les responsabilités, on assume. S'il doit s'adresser à l'UDPS, vous vous adressez à l'UDPS, mais ici on parle politique, on parle fonctionnement de la République. Mais parce que vous parlez de Matata. Si Manik se mettait à parler de Katumbi. Non, mais moi j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de problème. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans la scène. Katumbi a été victime il a amené les mercenaires. Il n'est pas congolais. Katumbi, même si un chien est écrasé, on parle de Katumbi. Pierrot Louara parle, non, on dit instrumentation par Katumbi. Et je dois mettre une mise au point ici en disant que Katumbi a deux principaux porte-paroles. Il a son directeur de cabinet qui est Olivier Kamitatou et il a aussi Francis Kalombo. Et nous autres, si Katumbi doit parler, il sait par quel canal il peut parler, il peut faire passer les messages. Alors, quand les gens, on ne voit pas d'autres personnes, quand il s'agit de quelque chose qui va dans la République, c'est Katumbi. Les Katumbi, même dans les couples, les gens voient Katumbi. Même sous le lit, les gens voient Katumbi. Katumbi, s'il doit se déclarer, il se déclare. Quand il a parlé sur des rames, il est passé par les journalistes. Moi, je sais que les journalistes sont des prestataires de service. Vous venez, vous prenez votre information, vous récupérez votre droit des coupables et c'est fini. Donc, il ne faut pas. Ah oui, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est pas le bon journaliste, c'est les coupables. Bon, c'est un mot péjoratif dans le milieu. Donc, c'est un mot péjoratif dans le milieu. Alors, on va prendre un autre débat. On va faire évoluer les débats. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On a fait 1 heure du temps déjà sur la question. Le débat, il est intéressant. Je voudrais qu'on évolue. Le deuxième sujet. Mais avant tout, messieurs et dames, vous avez la possibilité de passer dans cette émission, nous donner votre point de vue. Mais seulement, ce que nous vous demandons, c'est de nous envoyer vos coordonnées. Dites-nous ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes, quel est votre titre et votre qualité, parce que nous voulons faire un débat de hauteur, et pour faire ce débat de hauteur, il faut des qualités, mais aussi la maîtrise du débat. Le deuxième sujet, la deuxième question, tourne autour de la gratuité de l'enseignement. Et comme vous le voyez dans les images, Fachi s'est plaint, il s'est plaint au sujet de ce que vous voyez, au sujet de l'enseignement, au sujet du niveau de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement décrétée en 2019 par le président de la République, conformément à l'article 43, alinéa 5 de la Constitution, a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population congolaise. Les statistiques attestent que plus de 2 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école en 2019. En 2022, on parle de 5 millions d'enfants qui seraient rentrés à l'école. Cependant, 2 défis majeurs constituent un obstacle à cette action, à savoir la capacité d'accueil de ces enfants et le contenu des enseignements. Et le président de la République n'est pas d'accord, il n'est pas content de ça. Il estime tout simplement que le niveau de l'enseignement est encore très bas et que les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau. Il faut donc l'améliorer. Alors, ces déclarations ont suscité beaucoup de choses, mais alors beaucoup d'indignation. Certaines personnes ont pensé que Fachi a craché sur le travail des enseignants. D'autres, par contre, saluent le courage du président de la République qui finalement a dit la vérité. Manik Siena Bofaya, qu'est-ce que vous pensez de propos du président de la République? Encore un raté communicationnel de plus. Parce que vous savez, le plus grand travail à faire, c'est lorsque l'on se donne le luxe, à tout moment, de vouloir interpréter les discours aussi clairs du président de la République, de vouloir rationaliser un discours aussi clair du président de la République. Je pense que ce serait un lourd fardeau pour ceux qui veulent à tout prix défendre le président de la République. Il a parlé de cette histoire des Machamamenou, tout ça là. Il y a eu des gens qui se sont donné ce travail-là d'interpréter. Il n'y a pas quelques mois passés, M. Alinguete a tenu son discours à l'étranger, en dehors du pays. Il y a eu des gens qui se sont évertués à vouloir interpréter alors que son discours était clair. Alors, avant même, Christian Bossembe, d'entrer dans le fond même du problème, du discours du président, laissez-moi déplorer quelques problèmes de communication du président de la République. Parce que je pense que les nœuds du problème, c'est à ce niveau. Vous savez, le président de la République a pratiquement 3 services d'appoint pour l'accompagner justement dans cette mission de la communication. Il y a le conseiller en charge de la communication du président de la République qui a le rôle de la conception et des stratégies, parce que moi je considère cela comme le laboratoire stratégique
du président de la République en ce qui concerne la communication du président. Deuxième organe, c'est les porte-parole du président. C'est-à-dire c'est celui qui porte la parole du président lorsque le président n'a pas cette possibilité de pouvoir s'adresser à son peuple. Et enfin, c'est même l'outil technique, le matériel à travers lequel la communication du président de la République passerait. C'est ce qu'on appelle la presse présidentielle. Question. Lorsque nous voyons des bourdes de communication, des ratés de communication dans le chef du président de la République, je me demande, est-ce c'est les problèmes des collaborateurs du président de la République ou c'est son propre problème? Alors, si c'est le problème des collaborateurs du président de la République, il n'y a que deux cas. Le premier, soit il faut que le président de la République accepte de virer ses collaborateurs qui ne le rendent pas un service aussi valable sur le plan de la communication. Ou le deuxième cas, soit il faut que le président de la République accepte de payer inutilement les gens qui ne font pas le travail pour lequel ils ont été employés. Mais si c'est la responsabilité du président, là encore, il y a deux cas. Soit le président choisit carrément de se taire pour éviter les ratés de communication, ou soit le président accepte de se soumettre aux exigences professionnelles de son service de communication. Parce que c'est que nous vivons des ratés, des scandales de communication sur scandale, c'est quand même déplorable parce qu'il s'agit quand même de l'institution sacrée président de la République. Permettez-moi quand même de faire les parallélismes avant même d'entrer. Je sais que le deuxième tour de parole reviendra, peut-être que ça me permettra d'aborder le fond de votre question. Si on aura encore un peu de temps. J'ai fait le parallélisme de discours du président de la République avec celui de M. Alinguete, l'inspecteur général de finances. Ce qui est encore curieux, les deux tiennent leur discours en dehors du pays. L'un dit, il n'y a pas la guerre en RDC, M. Alinguete. Le président de la République, dans une manière tacite, reconnaît qu'il y a la guerre, mais dont la responsabilité revient aussi de la police nationale et de l'armée de notre pays. Je me demande, vous tirez sa douche. S'il vous plaît, nous avons suivi les discours du président de la République en Côte d'Ivoire qui a jeté un discrédit sur la police nationale et l'armée congolaise en disant quoi, sur la question de l'insécurité. Il a dit que la police nationale et l'armée congolaise, certains éléments de l'armée congolaise sont aussi complices dans l'insécurité de la partie. Il a menti? S'il faudrait revenir sur la question du mensonge, je reviendrai. Mais à tout bout de champ, je vous dis, le président a totalement menti. Il a menti qu'il y a une filtration. Christian Bossembe. Non, je voudrais s'il vous savoir. plaît, je m'en vais. C'est moi qui vous donne la parole. Oui, je m'en vais. J'ai dit que le président de la République a menti. A menti sur quoi? S'il vous plaît. Non, mais dites-nous, il a menti sur quoi? Non, mais comment vous pouvez, votre armée qui a la mission de sauvegarder l'intégrité territoriale de votre pays et surtout de faire face aux attaques de groupes rebelles et toute autre armée républicaine, et vous jetez le discrédit sur la même armée. Mais non, pourquoi le président de la République, en décrétant l'état des sièges, et surtout qu'il a instauré la possibilité pour la gestion de la partie Est entre les mains d'un pouvoir militaire, et le même pouvoir est à la base de l'insécurité de la partie Est. Donc, le président a échoué dans sa stratégie. Alors, Christian Bossembe, laissez-moi évoluer. Vous aurez le temps. J'évolue quand même. Vous aurez le temps. Là, ça me met en difficulté. Parce que j'ai un chronogramme des raisonnements. C'est moi qui vous donne la parole. Ne vous en faites pas. Manix, on est sur le plateau. Il ne faudrait pas qu'on continue à dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. La question, on est dans un débat. Oui, la question, elle est simple. Vous dites que le chef de l'État a menti. Est-ce que c'est lui qui invente le terme infiltration au sein de l'armée? Quel est ce Congolais qui ne sait pas que l'armée congolaise est infiltrée? Quel est le Congolais qui n'a pas été victime de bavures policières? Quel est le Congolais qui n'a pas été victime qu'un policier... Vous venez de dire tout à l'heure vous-même que vous avez vu dans une image le policier a pris la pierre et l'a cogné dans la tête, sur la tête de quelqu'un. Mais c'est vous qui l'avez dit. Alors si le chef de l'État décrit, c'est vous qui venez de le dire, pardon, si le chef de l'État aujourd'hui dénonce ces faits en disant qu'il y a des policiers qui font un mauvais service, a-t-il menti? Et vous affirmez sur le plateau que oui, il a menti? Par justesse. Donc il n'y a pas infiltration, s'il vous plaît, par justesse, Christian Bossembe, permettez-moi quand même de récupérer mes temps d'antenne dans votre rebondissement. Vous me l'avez assez ravi lorsque vous rebondissez sur la question de la sécurité de notre partie Est. Je réitère mon propos.
Le président de la République, en tenant ses discours, il a menti. Et je pense que ce discours n'est pas un discours des responsabilités venant de la bouche d'un président de la République. Et pour ça, je l'assume. Et d'ailleurs, je dis, si pour Aly Ngouille, il voulait sauvegarder l'image positive de notre pays devant les investisseurs, qu'il ne voudraient pas reconnaître l'existence de la guerre au Congo, il a voulu sauver. Et pourquoi le président de la République à l'étranger a voulu ternir l'image du pays en disant qu'il y a un problème dans la police nationale, dans l'armée congolaise, qui ternit l'image et qui sauve l'image de notre pays? C'est un problème de communication. C'est un problème de leadership de qualité, c'est un problème de gouvernance de qualité. Parce qu'en réalité, Christian Bossembe, la gratuité, l'enseignement, l'éducation, c'est même la base. Vous savez, en France, on dit, si vous voulez tuer le français, tuez l'éducation. Nous, l'éducation, nous considérons ce secteur comme secteur phare. Et je salue la dextérité, l'abnégation, le courage, la détermination même du président de la République sur cette question de la gratuité en termes d'accès au circuit de la scolarité primaire. Oui, le président a voulu matérialiser la volonté du constituant de rendre gratuit l'enseignement primaire. Ça, c'est une bonne chose. Mais là où le président a échoué, c'est au niveau de la faisabilité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit des ratés dans cette mesure de prise en charge des enfants congolais dans ce volet de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, je vous informe même qu'il y a certaines écoles conventionnées catholiques dont les enfants restent à la maison, ça fait pratiquement 2 semaines. Pourquoi? Parce que la gratuité pose un problème de faisabilité. Les tables rondes ont été réalisées de manière très rapide, avec une certaine vitesse exponentielle, sans pour autant tenir compte de certains enjeux qui entourent, en réalité, les secteurs de l'éducation. Mais lorsque le président de la République se permet à remettre en cause les niveaux des enseignants congolais, le niveau des enseignants, les enseignants congolais n'ont pas de niveau. Oui, c'est bien beau de le dire. Mais vous, en tant que président de la République, porteur d'une vision nationale, qu'est-ce que vous avez réservé en termes de réserves? Qu'est-ce que vous avez réservé plutôt en termes de réformes dans ce secteur-là? Parce que s'il n'y a pas de niveau, monsieur le président, relevez les niveaux. S'il n'y a pas de niveau, monsieur le président, rendez le secteur éducatif comme un secteur de qualité. Les enseignants ont-ils le niveau au Congo? Non, mais l'enseignement, il est de qualité au Congo? Il ne faudrait même pas aller dans ces raccourcis-là, Christian Bossembe. Parce que, oui, cette question est une question de raccourci. Pourquoi? Les enseignants ont un niveau. Est-ce que l'enseignement congolais vous plaît? Est-ce que ça vous satisfait? C'est ça la question. Les enseignants congolais, oui, je pense, ils ont un niveau d'enseignement. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de l'adaptabilité. C'est au niveau de conditions, aussi professionnelles, aussi salariales, les conditions de traitement qui posent problème. L'État n'arrive pas à mettre l'enseignant congolais dans des conditions favorables pour donner un enseignement de qualité. Parce que quand on parle même de la gratuité est une exigence d'un enseignement de qualité. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enseignement de qualité s'il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas parler de l'enseignement de qualité si cet enseignant n'a pas droit à un salaire décent. On ne peut pas parler de l'enseignement de qualité si notre système éducatif ne s'est pas adapté aux exigences de la modernité. Et donc, c'est au président de la République, comme il en a toujours fait. Vous savez, le président de la République est quand même fort en termes d'excuses, en termes de jeter l'opprobre sur les autres. Non, monsieur le président, vous n'avez pas intérêt à remettre la responsabilité à qui que ce soit. C'est vous, le premier citoyen. C'est vous, le président de la République. S'il y a le problème dans ce pays, monsieur le président, c'est vous. C'est à vous de résoudre ce problème. On a compris. L'enseignant n'a pas de problème. Très bien. Monsieur le président, relevez les niveaux de l'enseignant congolais au lieu de le décrier. Merci, Manix. Manix, mais je tiens les gens pour responsables. Le jour où je vous entendrai dire que les enseignants ont un niveau où notre enseignement ne vous plaît pas, bon, moi ça ne va pas m'étonner parce que plusieurs fois vous avez pris des paroles et puis vous êtes revenu. Non, mais Christian Bossembe, non, Christian Bossembe, je vous donne un cas, s'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît. Vous m'avez jeté quelque chose sur le visage, permettez-moi quand même de réagir, s'il vous plaît, parce qu'on parle de l'enseignement. L'enseignant qui enseigne nos enfants, nos petits frères, nos sœurs, est-ce que c'est les mêmes enseignants qui octroient les diplômes d'État?
Très bien. Non, mais écoutez, entre nous, je ne vois pas les... Non, mais je voudrais juste vous inviter à la dimension de comprendre la responsabilité de l'État. Très bien. La responsabilité du président de la République. C'est le même enseignant qui nous a enseigné bien avant le 30 juin 1960. On n'est pas là, Manix, on n'est pas là. Et on est où? On n'est pas là. On est dans l'enseignement de qualité. Non, on est dans les niveaux. On n'est pas dans... Non, mais cet enseignant a du niveau. On parle de conditions. Non, mais comment on peut parler du niveau de l'enseignement sans pour autant parler de la qualité? Nous, on a compris que l'enseignement du Congo, il est bon. Il faut l'adapter aux impératifs de la modernité. Il est bon déjà. Il faut que l'État mette des dispositions et des moyens favorables pour cet enseignement. Alors, on va écouter votre collimateur? On peut l'écouter? Merci, Christian. Je peux vous rappeler que vous êtes bon. Mais seulement... non, mais vous, en tant que journaliste, s'il vous plaît, vous êtes bon. Mais seulement, est-ce que les conditions dans lesquelles vous évoluez ici, dans votre profession de journaliste, est-ce que ces conditions-là sont favorables pour vous? Je préfère vous. Et si on vous mettait dans des chaînes comme France 24, Télé 50, TV5 Monde, vous serez encore plus performant que ça, M. Christian Bossé. C'est un problème de conditions. Merci, lui, il est vulnérable dans ce débat. Il ne dira pas quelque chose de plus intéressant. Merci, Christian. Merci, Christian. Allez-y. Vous avez la parole, vous avez pris... Oui, on a parlé plus de 30 minutes. Non, pas vous aussi. Alors, Christian, merci. Moi, je crois que un conseil... Les opérateurs sont toujours dans les excès à 8h30. Que vous n'aimez pas des leçons et vous allez un conseil que vous allez transmettre ça à M. Matata. Il va de soi pour sa crédibilité, pour son honneur et le sens de l'État. Vous savez ce que M. Matata a dit dernièrement lors de votre investiture, de votre parti politique? Il y a eu des gens qui ont volé de mon temps et il a cité même les chiffres, même les périodes. Il risque même d'être un renseignant. S'il vous plaît. Et comment je suis ça? Le séparatiste racistes Tchani avait tuté. Et je vu les discours. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a dit, lui, les chiffres, le montant, il y a des gens qui ont volé 1 milliard de 2014. Donc, il connaît les gens qui ont volé pendant une période, une série de périodes, et le montant, il les connaît. Alors, pour permettre aux Congolais d'avoir la sympathie pour lui, il doit tout faire pour justifier les 1000 écoles, parce qu'avec la gratuité, il n'a pas su lancer la gratuité de l'enseignement, alors que c'est une exigence constitutionnelle que vous venez de dire. Matata avait commencé progressivement, comme vous le savez. Pardon? Matata avait déjà pensé à... Non, mais jusque-là, dans son bilan, il nous a construit combien? Sur le 1000 qu'il avait projeté. Il a parlé de 700 écoles construites. 1000? Non, on n'a pas vu les 700 écoles. Bah moi, pas vu, alors, qu'ils viennent. La justice a besoin de toutes ces explications. Non, mais la justice ne l'appelle pas pour l'école quand même. Oui. Il a besoin de toutes ces explications. Mais là, vous voulez autre chose avec Ok, Matata. alors, on y va. Moi, je crois que... Sinon, il répondra des trucs qu'il a acheté dans sa vie. Non, parce que ça fait partie... Ça fait partie de sa gestion. Il y a Bukangalozo, il y a les 1000 écoles, il y a immeuble intelligent, il y a même la gestion de BSECO, la gestion au ministère de Finances quand il était ministre des Finances, et quand bien même qu'il avait un ministre, premier ministre, il avait un ministre délégué, c'est lui qui décidait. Tout ça, il y a le flou. Ce qu'on demande simplement, que s'il veut vraiment être un homme d'État, qui puisse répondre à ce que la justice veut connaître, veut savoir sur sa gouvernance, sur sa gestion. C'est ça un homme d'État. Ce n'est pas enseigner le leadership et que quand il y a un problème, vous vous focalisez, on se réfie sur une procédure que la Cour constitutionnelle... Pourquoi vous avez peur qu'il enseigne le leadership? Pardon? Pourquoi vous avez peur qu'il enseigne le leadership? Matata, c'est un ancien leadership. Non, il doit juger. Et il doit être jugé. Et il n'aime pas les leçons. Il doit être jugé. Il doit justifier sa gestion. Je trouve ça anormal. Même Sarkozy. Mais il refuse pas, mais c'est la procédure. Chirac, non, il a bénéficié d'un laxisme de la Cour constitutionnelle. Parce que moi, à la Cour constitutionnelle, je créerais une jurisprudence. Il devait être... Parce que déjà, au départ, la première phrase, la juridiction naturelle du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est déjà bon. C'est déjà bon. La suite, c'est complémentaire. Alors, revenons sur l'enseignement. Mais je dois quand même faire comprendre que je suis en face, peut-être, de quelqu'un qui est
je ne sais pas, le terme m'a échappé, je l'avais tout à l'heure. Il faut pouvoir savoir différencier les discours et un entretien. Les discours, je viens avec le papier, avec les officiels, je prononce, c'est fini, je pars. Le président de la République a reçu dans sa résidence à Abidjan les compatriotes. Un entretien, un dialogue. La résidence du président de la République. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai juste besoin de cette information. S'il vous plaît, ce n'était pas un discours. Ce n'était pas un discours. Okay. Il peut l'avoir partout il veut. Voilà. C'était pas un discours. C'était pas un discours. C'était pas un discours. Que le président a une maison en Côte d'Ivoire. Non, c'est-à-dire que là où il est logé, c'est supposé sa maison. Même s'il soit dans un hôtel, il a reçu ces autres. C'est la loi qui le dit. Voilà. Allons-y. Il a reçu ces gens là où il résidait. À Abidjan, ça s'appelle chez lui. Vous avez même le tenue décontracté qu'il avait face aux compatriotes congolais résidant à Abidjan. C'était un dialogue, un échange entre le président de la République et ses compatriotes. Et c'est ainsi, au cours de ces discussions, un dialogue entre fils et filles de la République, il n'y avait pas de sujet tabou. Il était congolais comme tous les autres Congolais qui étaient là. Vous comprenez? Les mots sont sortis. Les mots de problème qui rongent notre pays, ils ne pouvaient pas s'en cacher. Il explique tout cela et consort. Quand vous êtes un discours, vous êtes dans le faux. 2, le président n'a pas menti. Vous connaissez très bien le fonctionnement de notre armée, de notre police, de nos généraux. Vous le savez très bien. Mais Matata l'a décrit aussi dans son discours, que l'enseignement il était bas, que le niveau de l'enseignement congolais était trop bas dans son discours. Il a dit la même chose. C'est la responsabilité de l'État. Attendez. À un moment donné, il faut savoir relativiser. Mais il a eu 30 minutes. Hein. C'est pas vrai. Ah oui, je suis sûr. Allez-y, on va terminer. Laissez-moi terminer, parce que je voulais simplement lui faire comprendre que ce n'était pas un discours, c'était un entretien entre filles et fils de la République autour du président. Et Manik, tu sais très bien ce qui se passe dans notre armée, dans notre police. Vous ne savez pas qu'on avait menti au chef de l'État? Il y avait autant d'hommes, alors qu'en réalité, avec, je crois, 13 000 hommes... On a menti au chef de l'État? Oui, on avait menti au chef de l'État. Ah bon? Ah Okay, oui. Merci. Deuxième chose, il y a eu le procès à Ituri. Les gens qui vendaient munitions et armes, c'était des civils, c'était des officiers supérieurs. Au fond, à Beni, c'est la même chose. Et il y a eu même des officiers supérieurs qui étaient des complices. Et j'ai toujours en mémoire ces messages du général Mayele qui disait, celui-ci, la sécurité n'est pas vaincue, c'est parce que celui qui combat l'insécurité est complice. Et vous ne pouvez pas empêcher un chef de l'État, avec le constat, le rapport qu'il a que nous ne disposons pas, les informations dont il dispose, où nous ne disposons pas, et vous venez dire sur un plateau de télévision que le président a menti. Il faut être sérieux. Parce qu'il a les services civils de renseignement, de sécurité. Il a les services militaires de renseignement. Il a tous les services connexes pour savoir ce qui s'est passé à Kasumbalesa, ce qui s'est passé chez moi à Bolomba. Et il explique le problème auquel les Congolais est l'humain problème, au centre de tous les problèmes, c'est nous les Congolais. Vous comprenez? Alors, quand vous venez dire, je crois, un peu décent, dire que non, il a menti. Et vous ne savez pas qu'il y avait des procès. Et ils sont condamnés, ils sont condamnés. Les colonels, les majors, les capitaines, qui sont compris, ils ont vendu la munition. Et je retombe sur la gratuité de l'enseignement. Il faut bien qu'on termine. Moi, je pense que quand son homme était là, il n'avait pas activé ça. Effectivement, il y a eu des difficultés parce qu'on n'a pas tenu un certain nombre de paramètres. Et si son homme avait construit les 1000 écoles, la capacité d'accueil serait autrement. Très bien. Monsieur Bakoukou, vous terminez l'émission. Concluez votre mot de la fin. Manix, votre mot de la fin, puis on termine l'émission. Ok, merci beaucoup. Le niveau, effectivement, de notre enseignement a baissé. La proposition est qu'il faut commencer à évaluer les enseignants
évaluer les écoles et surtout qu'on rentre dans notre système. À l'époque où nous grandissions, il y avait l'enseignant, c'est celui qui sortait de l'ISP ou l'école d'application ou à l'UPEN. Parce qu'il y avait des agrégés. Et effectivement, parce que moi, à l'époque, en 1990, j'étais en 1990, quand vous avez besoin de l'équivalence au ministère de la communauté française, vous déposez au niveau de l'équivalence. Aujourd'hui, il faut faire la 7e maths. Alors, pour terminer, je voudrais simplement dire, lancer un message à mes compatriotes de Guémena, de Lissala, de Mbandaka, de Bwende, la cellule d'appui à l'implantation de l'Ensemble pour la République va débarquer très bientôt. Très bien. Avec l'Ensemble pour la République, un autre convoi est possible. Mais il ne faut pas suivre les démagogues. Il connaît la vérité que notre... Vous savez, Madame Eva Bazaïba a suspendu les concessions. Vous savez qui étaient certains propriétaires? Très bien. C'était des généraux. On a terminé. Il ne faut pas venir dire ici que le président a menti. Il faut de l'essence. Vous connaissez la réalité. Mais il faut combattre ça. Il faut améliorer la police. Il faut améliorer l'armée. De devenir très compatriote. Et une armée nationale et une police nationale. Monsieur Bakoukou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense aussi, parce qu'on parle d'ensemble, je pense au coordonnateur provincial d'ensemble à l'Équateur, le bâtonnier les bâtonniers Philippe Bossembe, bâtonnier, je les salue. Oui, allez-y, Manik, ça nous termine. Les conditions d'un enseignement de qualité sont soumises à la condition d'accès au circuit de scolarité primaire, au traitement des enseignants, aux conditions salariales des enseignants, aux organisations de retraite des enseignants, à la formation et la mise à niveau des enseignants, à l'adaptation du système. Tu aurais dû être son conseiller à l'époque. Tu aurais dû être son conseiller à l'époque. Monsieur Bakoukou, vous allez obligé d'arrêter l'émission. Non, mon frère est très intelligent. Il aurait dû être le conseiller de ma tête à cette époque-là pour lui prodiguer tous ces conseils-là. Ce qui est curieux, je vous parle de choses intelligentes. Oui, mais j'apprécie. S'il vous plaît. Mais j'apprécie. S'il vous plaît. Mais j'apprécie. Mais est-ce que vous pouvez vous taire? Je suis en train de conclure. Vous n'allez pas demander votre coordinateur. Les conseils-là, je les apprécie. Oui, mais laissez-le parler. Vous appréciez, gardez votre appréciation, laissez-les parler. J'ai retenu une phrase venant de ces messieurs des Ensemble. Il a dit: je ne m'acharne pas sur la personne de M. Matata, mais je m'acharne sur la Cour constitutionnelle. Oui. Nous devons éviter de la voyoucratie intellectuelle. Nous devons éviter de la rébellion constitutionnelle. Parce que la Constitution, l'article 168 vous interdit d'agir de cette façon. Et c'est très regrettable que vous parlez des ensembles avec la haute cour. C'est la haute cour qui peut nous donner une jurisprudence. La haute cour qui peut nous donner la jurisprudence. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, Christian. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre de... LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Très bien. Merci aussi à vous, M. Bakoukou. Vous êtes cadre de Ensemble et membre de la cellule appui à l'implantation avec Olivier Kamitato, honorable Vano Kiboko, voilà, et tout ça, et Dol Pierrot. Un petit bonjour au conseiller spécial Salomon Kalonda, le nouveau leader de Maniema. Ok, très bien. Alors, je passe mes salutations en même temps à M. Salomon, le plus calme, au moins le plus équilibré du parti Ensemble. Ah bah, vous dites que nous ne sommes pas équilibrés. Non, pas vous, moi je parle de Salomon Escadelle. Les autres, je sais qu'ils sont... Nous saluons au moins le peuple congolais qui souffre, les vrais opposants du régime de Félix. Une pensée à ceux qui vivent à l'est de la République en ce moment, sur le crépitement de balles, une pensée à vous. Vous êtes à Djougou, vous êtes à Minova, Bunga, à Kanyabayonga, vous êtes là-bas, un peu plus loin. Nous vous aimons et nous partageons votre peine. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.